Bonjour à vous Yaoundé, bonjour à tous les panélistes. Merci une fois de plus de nous accueillir dans votre programme Nous chez vous dans le cadre de la rubrique Un jour, un événement. Pour ce jour, nous allons rester dans l'économie pour dire que l'économie camerounaise est frappée d'un grand malheur avec la perte du patriarche Gilbert Kadi, grand industriel camerounais. Et pour parler de la PME du Cameroun et du monde des affaires, nous allons recevoir sur ce plateau Amsen Kevan, président exécutif de la CPME, la camerounaise des PME. Bonjour président. Bonjour Charles. Le patriarche Kadi de Fotso sera conduit ce samedi à sa dernière demeure comme un homme, un capitaine d'industrie. Quel est le souvenir que vous gardez de celui-là? Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. C'est par ce slogan que nous allons essayer modestement d'apporter notre modeste contribution à la mise en avant de ce patriarche qui est l'icône de l'opérationnalité de la première heure. Ce qu'il faut dire, c'est que ces opérationnels-là devaient transcender des épreuves, je vais dire ici, très difficiles pour atteindre ces cimes-là. Tenez, il fallait avoir l'intuition, l'intelligence de savoir que tout se passait dans la capitale économique Douala ou dans la capitale politique Yaoundé. Et c'est en ça qu'ils ont pris des risques incommensurables pour pouvoir se retrouver là-bas. Pour ceux qui ont choisi Douala, devaient faire un arrêt systématique en Konsamba, troisième ville du Cameroun, pour s'essayer dans ce qui était pour le Cameroun l'apport réel des devises, c'est-à-dire ici la collecte, la production et la vente des fèves de cacao et du café. Vous verrez donc que une fois Douala, il fallait qu'il essaye de faire du bayam selam pour beaucoup dormir à la belle étoile pour finir par s'approprier des rudiments même de l'opérationnalité. Mais monsieur Asenkema, permettez-moi, qu'est-ce qui a fait la force de ces hommes d'affaires camerounais-là qui ont bâti à leur manière l'économie camerounaise? La confiance en soi. J'ai envie de dire que derrière un grand succès se cache une très grande blessure. Pour la plupart, ils sortaient des familles, je vais dire ici, très pauvres, où les conditions de vie étaient inexplicables, raison pour laquelle ils devaient tout faire, je dis bien tout faire, pour pouvoir arriver et pouvoir soutenir la famille qu'ils ont laissée dans des conditions extrêmement difficiles. C'est l'occasion de dire que dans toute leur opérationnalité, ils n'avaient que deux principes. Ça entre beaucoup et ça sort peu, qui est la base de tout ce qu'on peut appeler également la gestion. Donc, pour eux, ça pouvait entrer 10, ça sort 1. Et voilà le fondamental de leur éclosion. Mais à leur différence, les nouvelles générations apparaissent comme les cigales, et alors qu'eux travaillaient comme des fumiers, des abeilles. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai envie de dire que quelqu'un disait que ton père était pauvre, mon père est riche. Il est évident que l'environnement n'étant pas le même. Pour me reprendre, je dis bien que il faut avoir une confiance en soi et derrière un grand succès, il y a une grande blessure. Les frustrations connues par ces opérationnels de la première heure ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Ce qui suppose qu'ils devaient cravacher dur pour pouvoir s'approprier des éléments de leur explosion. D'où ils devaient conserver jalousement ce trésor pour pouvoir continuer comme ça à pouvoir se développer. Mais M. Asenkema, que répondez-vous à ceux qui disent que pendant que eux montaient des grandes entreprises, aujourd'hui les opérateurs économiques camerounais n'arrivent pas à faire prospérer leur PME ou leur PMI? J'ai envie de segmenter le monde des affaires au Cameroun aujourd'hui en deux. Avant 82, où nous avions une économie, je vais dire ici, administrée, et l'économie libérale depuis 82. Je tiens à rappeler que c'était une volonté institutionnelle d'avoir les capitaines d'industrie par l'institutionnel. Rappelons qu'il y avait des monopoles de fait, parce qu'il fallait avoir une licence d'importation, par exemple. Ce n'était pas donné à tout le monde d'importer. Il fallait, lorsque vous développiez une industrie, il y avait au niveau de la douane des possibilités, de l'impossibilité d'importer même une boîte d'allumettes, même une pile Elsen. C'est vrai qu'il fallait choisir parmi les différents opérationnels ceux qui avaient
du potentiel. Et dès qu'on a mis dans les moyens, tant structurels que financiers, à leur disposition, ils ne pouvaient qu'éclore. Et c'est pour ça que nous disons que ceux d'aujourd'hui ont eu beaucoup de facilité. Quand j'entends par facilité, un environnement conséquent, des transports existants, et puis la capacité de pouvoir aller au-delà du Cameroun, au-delà de l'Afrique, voir ce qui se faisait là-bas. Et c'est pour ça que, avec beaucoup de facilité, c'est aussi comme ça qu'ils dépensent. Et je veux dire, en termes de mon propos, que ce qui entre doit être largement supérieur à ce qui sort, pour parler facile. Mais M. Asenga, vous parlez de facilité. Pourtant, c'est vrai, on dit que les banques ne permettent pas cette facilité-là parce que les crédits sont difficilement attribués aux opérateurs économiques camerounais. Mais on sait que l'État, pour faciliter le financement des opérateurs économiques camerounais, a créé des structures telles que la banque agricole, on a des bourses de sous-traitance qui permettent aux opérateurs économiques d'entrer en possession d'un certain nombre de ressources financières pour pouvoir financer leur investissement. Mais on a l'impression qu'on est toujours en train de marquer le pas sur place. Qu'est-ce qui coince? Permettez-moi de rappeler qu'au lendemain de la prise du pouvoir par son Excellence Paul Biya, il y a eu directement 2 décennies d'ajustement structurel qui a plombé tout notre environnement. Ici, il faut rappeler que notre économie était suivie, était sous contrainte. Et avec toutes les contraintes, il a fallu qu'on tienne bon pendant ces 2 décennies de 86 à 2006, avec tout ce qu'on a connu, la dévaluation du franc CFA, la baisse des salaires 93-94, la liquidation des sociétés d'État, bref, tout ce qui ont entraîné je n'ai pas envie de parler de la stagnation, bref, du recul de notre économie. Et au lendemain donc, de cette crise-là, il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place des outils, comme vous venez de citer, pour amener de nouveaux champions à pouvoir éclore. Il existe des champions d'aujourd'hui, mais le problème, c'est un problème de nombre par rapport à la croissance de 25 millions d'habitants. On ne peut pas compter suffisamment des capitaines d'industrie qui rayonnent. Mais il y en a déjà quand même. Et nous pensons qu'avec également tous les outils de production, j'ai parlé de l'énergie, c'est vrai que nous sommes déjà à la phase du terminal des grands sites de production, pour ne pas dire ici des centrales. Je vais parler ici Lompanga, Mekim, Mbele et d'autres qui ne sont pas encore productifs, mais on est presque à 80-90%. Donc nous pensons qu'il y a une possibilité comme ça pour les industries naissantes. Mais le problème ici se pose au niveau de l'appropriation de notre économie. Parce que avec le libéralisme qu'on connaît depuis 1982, on se retrouve dans une situation où on produit 1 milliard d'exemplaires ailleurs et on vient vendre ici ceux qui essaient de produire 1 milliard d'exemplaires, ce qui n'était pas le cas hier. Donc il faudrait inventer un autre système d'accompagnement des entreprises locales. Tenez, une PME aujourd'hui va jusqu'à 3 milliards de francs pour 100 employés. Vous conviendrez avec moi que 98% des entreprises ne peuvent être que classées PME. Et dans les PME, il y a les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Mais on oublie même le secteur informel, qui compte beaucoup dans également la production de la richesse de notre pays. Lorsque nous savons que certes, ces grandes entreprises créent de la richesse, créent de l'emploi, mais malheureusement la plus-value, ce que nos capitaines comme les Kadji de Fotso, comme les Sopo-Puzo, comme les Soa André, comme les Fadil l'ont fait hier, c'est que quand cette plus-value était, et c'était réinjecté sur le plan local, mais malheureusement pour nous, les assurances, les banques et bien d'autres entreprises, les capitaux sont des capitaux d'ailleurs, donc il y a automatiquement une expatriation de cette plus-value. Donc nous demandons simplement de remettre le curseur où ça fait mal sur les petites et moyennes entreprises en renforçant leur capacité. Au niveau des structures, on n'a pas de problème. Au niveau des méthodes, on n'a pas de problème. Mais le tout revient maintenant aux hommes. Et c'est ici l'occasion de permettez-moi, parce que je peux oublier. Vous avez dit que le principal problème, c'est que la plus-value est expatriée. Ne pensez-vous pas que c'est parce que vous, opérateurs économiques, vous marchez en rang dispersé? Parce qu'à l'époque de Gilbert Kadji et ses compagnons de route, on a connu la Chambre de commerce, puis on est arrivé au JICAM, après c'était le CINDUSTRICAM. Aujourd'hui, la nouvelle génération arrive avec, on parle aussi de la Chambre d'agriculture, entre autres. Aujourd'hui, vous, la nouvelle génération, vous venez avec les CAM, vous venez avec le MECAM, et vous parlez de la CPME.
Pour quelle efficacité si vous êtes en rang dispersé? Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, le Landerneau, entrepreneur de notre pays, comptabilise près de 200 000 entreprises. Alors, créer des regroupements pour pouvoir apporter de la matière à ces opérationnels dont ils ont tant besoin ne serait pas une mauvaise chose. Mais il faudrait simplement qu'on sache ce qu'on met dans le contenu. Tenez, dans mon organisation, par exemple, on a 556 membres, ça ne représente rien sur le nombre d'entrepreneurs qui est au Cameroun. Même le JICAM, qui est la première organisation de notre pays, n'a pas plus de 2000 membres. Donc, pour dire que ici, il y a encore un déficit de regroupement. Bon, toutes les entreprises ne doivent pas loger à la même chapelle. Nous nous occupons spécialement des petites et moyennes entreprises et nous avons pour objectif de créer un glissement des entreprises informelles vers le formel afin d'apporter de la matière. La matière ne peut être qu'institutionnelle parce que c'est le gouvernement qui régule. Et si nous n'avons pas les doléances de ces petites et moyennes entreprises, on ne pourrait pas comme ça faire des propositions efficientes au niveau de l'institution du gouvernement afin qu'on essaie de créer donc cette synergie permettant de gonfler et donc la valeur de ces entreprises. Mais ça, c'est que ne pensez-vous pas que l'inefficacité aujourd'hui de ces regroupements économiques, des opérateurs économiques, comme j'ai envie de le dire ainsi, ne repose pas sur le fait que vous allez vers le gouvernement de façon épaisse, parce que ne dit-on pas l'union fait la force. Si chaque groupe voudrait aller partiser, j'ai envie de parler ainsi, avec l'État, qui va bénéficier de quoi? Là, vous êtes de façon épaisse, mais pourtant unis au sein d'un même groupement, vous pourrez être plus fort et faire, comme vous l'avez dit, de jolies propositions afin que l'État puisse vous accompagner dans les actions que vous menez sur le terrain. Vous pouvez réunir 200 000 entreprises? Pourquoi pas? C'est possible. Oui, c'est possible, mais le véritable problème, c'est que la segmentation permet d'appliquer des thérapies efficaces par rapport aux différents secteurs d'activité. Est-ce que ce n'est pas vos intérêts égoïstes pour chacun qui sont en train, ces intérêts qui sont en train de vous diviser aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense simplement qu'on peut avoir une vision différente. Parce que vous appartenez hier à l'ECAM. MECAM. Au MECAM, pardon. Vous appartenez au MECAM. Aujourd'hui, vous êtes avec la CPME. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il peut se trouver qu'au cours d'une évolution, on ait des divergences. Et cette divergence peut entraîner effectivement la migration vers une autre organisation qui vous donne la possibilité de mieux vous exprimer, d'apporter toute votre contribution avec les autres membres sur l'efficacité. Le JICAM, ECAM, le MECAM, CPME. Vous conviendrez avec moi que jusqu'en 1979, il n'y avait qu'une seule organisation patronale de JICAM. En 1979, il y a des dinosaures locaux qui ont créé le MECAM. Et du MECAM, on a fait la CPME pendant que le JICAM, il y avait une scission qui créait la ECAM, entreprise du Cameroun. Donc pour dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le plus important ici, c'est le contenu de ce qu'on met dans l'accompagnement des entreprises. Et c'est l'occasion de dire que nous devions tout faire. Je dis bien tout faire pour que le potentiel de notre pays soit mis en avant. Mais ça, c'est qu'on dit que l'agriculture est réputée être le tendon d'Achille d'une économie. Pourquoi ce secteur n'attire-t-il pas des investisseurs nationaux? Vous savez, tout est institutionnel. Pour que les Camerounais s'intéressent à la terre, qui ne trompe pas, qui ne ment pas, il faudrait qu'il y ait une politique institutionnelle efficiente vis-à-vis de l'agriculture. Ici, tenez, on a un point de foncier au Cameroun. Pour faire de l'agriculture, il faut avoir des terres qui ont ici ce qu'on appelle communément un titre foncier. Plus de 90% de nos terres n'ont pas de titre foncier. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, depuis aujourd'hui plus de 5 ans, pour qu'on ait des espaces qu'on peut enfin utiliser. Et de deux, il faudrait un financement de ces secteurs-là. Soit on peut faire la grande agriculture, soit on peut faire les petites agricultures. Pour ce programme-là, nous le savons tous. Ce qui est important, c'est l'accompagnement structurel et l'accompagnement financier. Ce qui est certain, c'est que la terre ne trompe pas. Produire d'abord localement, en grande quantité, en très grande quantité, parce que beaucoup parlent de transformation. Lorsque vous cherchez à transformer, vous vous rendez compte que la matière première n'est pas suffisante pour transformer. Intensifier la production, parce que nous consommons, comme on a toujours dit, ce que nous ne produisons pas, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et dès qu'on a produit suffisamment, on peut transformer pour créer de la valeur ajoutée. Monsieur Asekeba, on est en train d'aller vers la fin de notre programme. Juste une dernière question qui m'est à route comme ça. Vous êtes très fort dans l'initiation des projets. Je voulais savoir où en est envers le poulet du bonheur. En quelques mots. Ouais, le poulet du bonheur, avec sa macération à froid, sa macération à chaud, sa caramélisation au feu de bois, a été mis sur berne.
pour des raisons justement de structuration et de financement. Et nous pensons que très bientôt, je vous rassure, vous reverrez encore ce projet. Je sais que beaucoup de Camerounais me posent cette question. Il n'y a pas de problème. Nous pensons à ce projet, nous sommes sollicités. On aura l'occasion de revenir sur ce projet. Ok, merci d'être passé sur notre plateau. Nous souhaitons bon vent au sein de votre groupement et nous espérons que vous attirez beaucoup plus d'opérateurs économiques camerounais encore au sein de ce groupement. C'est plutôt moi qui vous remercie parce que vous essayez de mettre en avant comme ça toutes les forces et les faiblesses de ce qui est le plus important, ce qui crée l'emploi, ce qui crée la richesse des entreprises. Je vous remercie. Merci Yaoundé, merci pour ce crochet opéré à Douala. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission.